Bonsoir à tous et bienvenue sur Résistance et Liberté. Aujourd'hui, donc, émission exceptionnelle avec le professeur Stéphane Gaillet. Bonsoir, professeur. Bonsoir Maxime, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous et puis avec Loris également. C'est toujours un plaisir de partager mes connaissances et mon expérience. Et donc, Loris qui m'accompagne pour ce live. Bonsoir, Loris. Et en fin d'émission, donc, je te laisse expliquer le sujet que tu évoqueras avec le professeur. Avec plaisir et bonsoir à vous deux et merci Dr Gaillet de m'accepter avec vous. Ah C'est ben, vraiment un plaisir partagé. c'est un plaisir, nous menons le même combat Oui, parce que c'est un combat. C'est un combat. évidemment, oui. Donc, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous allez expliquer peut-être un petit peu à tout le monde, aux gens qui ne vous connaissent pas, qui sont, à mon avis, très peu nombreux, un petit peu votre parcours et un petit peu ce qui vous est arrivé, qui est vraiment une folie totale, hein. Je vous laisserai le raconter, mais c'est absolument hallucinant. C'est absolument hallucinant. Donc, je Ah, vous laisse. c'est-à-dire, c'est inconcevable. Bon, je pense qu'il y a eu une erreur ou un acharnement. Mon parcours, je suis médecin. J'ai fait des études à Nancy. Bon, j'ai fait l'internat des hôpitaux, vice-major, médaille d'or, etc. Ensuite, j'ai fait un internat de médecine interne. Je suis un médecin clinicien. J'ai fait de la pneumologie, de la réanimation, des maladies infectieuses, de la hépato-gastro-entérologie. Et puis ensuite, j'ai été assistant chef de clinique en maladies infectieuses, réanimation, maladies tropicales pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait de l'épidémiologie en tant qu'assistant hospitalier universitaire, puis praticien hospitalier universitaire. Et j'ai des diplômes en virologie, bactériologie, éthique médicale, pédagogie médicale, hygiène hospitalière. Et j'insiste sur éthique médicale parce que le Conseil de l'ordre m'a reproché de manquer d'éthique. Or, j'ai validé ce diplôme bien avant que le Conseil de l'ordre ne m'attaque. Et donc, après avoir été au CHU de Nancy, bon, j'ai exercé au CHU de Strasbourg. Et puis, comme je suis essentiellement clinicien, on pourra développer un peu ce dont il s'agit. C'est l'approche clinique hippocratique, l'approche de la médecine par l'interrogatoire et l'examen physique après le recueil des symptômes et soit de la maladie. Donc, comme je suis infectiologue et puis également clinicien, eh bien, j'ai été contacté par des gens souffrant pas tellement de Covid aigu, mais surtout de Covid longue ou Covid prolongé, qui étaient dans un état de grande souffrance et de handicap comme je n'en ai jamais vu auparavant. Parce que chez des sujets jeunes, la Covid prolongée, chez certaines personnes très très atteintes, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc j'insiste, des souffrances, des handicaps. On voit des adolescents, des lycéens, des étudiants qui sont obligés d'arrêter leurs études, des, des étudiants qui retournent chez leurs parents et des adultes jeunes qui sont déjà en activité professionnelle, qui sont obligés d'arrêter de travailler, qui retournent chez leurs parents. Et bien entendu, des couples qui se séparent, c'était vraiment épouvantable. Donc j'ai soigné ces gens-là, je les ai soignés du mieux que je pouvais, mais en dehors des clous, c'est-à-dire en dehors des recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé, du ministère chargé de la Santé, de l'Académie de médecine, parce qu'on a dit que pour la Covid aiguë, comme pour la Covid longue, il n'y avait pas de traitement. C'était paracétamol, tranquillisant, c'est-à-dire benzodiazépine, repos. Mais ça, ce n'est pas un traitement qui guérit. Et au contraire, on sait aujourd'hui que le paracétamol, alors Doliprane, Dafalgan, on sait que le paracétamol, c'est-à-dire c'est la DC, la dénomination commune internationale, eh bien cette molécule, au contraire, elle est contre-productive pour le Covid. C'est-à-dire, loin d'être symptomatique, bon, le paracétamol, ça calme
les maux de tête, ça peut soulager beaucoup de douleurs, mais dans le cas du Covid, c'était une grosse erreur parce que sur le plan de son action pharmacodynamique, biochimique, au contraire, ça aggrave le processus d'infection virale. Donc ça a vraiment été une erreur colossale. Les instructions du ministère chargé de la Santé étaient de donner donc ce traitement symptomatique et puis parfois de l'oxygène, alors qu'il existait beaucoup de traitements efficaces. Mais on n'a pas voulu en entendre parler parce que ces traitements efficaces, alors c'est l'affaire, je dis l'affaire parce que c'est devenu une affaire, l'affaire du professeur Didier Raoult, l'affaire de l'hydroxychloroquine, mais il y a eu aussi l'azithromycine, la clarithromycine, et ensuite la roxythromycine, la spiramycine, tous ces antibiotiques de la famille des macrolides, et puis la vitamine D, le zinc, et puis l'ivermectine. On a donné aussi parfois de la colchicine, la, flu, la fluvoxamine qui est un antidépresseur. Tous ces produits ont une action antivirale, prouvée, démontrée sur le virus SARS-CoV-2. Et on a empêché les patients d'en obtenir en pharmacie et on a empêché les médecins d'en prescrire. Alors évidemment, certains ont réussi à louvoyer en quelque sorte, à financer, à en prescrire pour une autre indication, c'est-à-dire en ne révélant pas que c'était pour une Covid aiguë. Mais bon, je n'ai pas l'habitude de faire cela. Et donc j'ai soigné beaucoup de gens, beaucoup en téléconsultation. Je précise que je n'ai jamais perçu d'honoraires médicaux. Je n'ai jamais exercé d'activité privée, donc c'était dans le cadre de mon activité publique. Donc je n'ai aucun enrichissement dans cette affaire. Je touchais mon salaire, c'est tout, sans supplément. Et donc j'ai soigné beaucoup de gens, à tel point j'avais tellement de succès que je n'arrivais plus à suffire à la demande. J'ai passé mes samedis, mes dimanches aux grandes dames de mon épouse qui commençait à en avoir assez. Et donc, alors j'insiste sur le fait que j'avais des cas vraiment très très sévères et j'ai eu plus de 70% d'amélioration franche, ce qui est un bon résultat quand on sait ce que deviennent ces personnes atteintes de Covid longue. Et j'ai été dénoncé par des pharmaciens, voilà, qui ont reçu mes ordonnances. Elles étaient assez chargées, mais forcément, je devais prescrire plusieurs médicaments parce que l'État le justifiait. Et donc, des pharmaciens ont été interpellés par mes ordonnances. Pourtant, elles étaient claires, dactylographiées. Je précisais même l'effet de chaque médicament et son indication particulière. Et ces pharmaciens, enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y a 2 ou 3, ils ont envoyé mes ordonnances, et ça, c'est antidéontologique. Ils ont envoyé mes ordonnances à mon cher collègue du CHU. Je dis, mon cher collègue qui, en même temps, vous voyez l'ironie, et lui, bon, s'en est servi après pour me faire un signalement auprès du conseil départemental de l'ordre. J'ai été convoqué et je me suis justifié. Et comme mon cher collègue voyait qu'il ne se passait rien, eh bien, il a été chercher des témoignages à charge contre moi d'un pharmacien, de différentes personnes. Il a demandé des avis d'experts qui, je pense, n'ont jamais soigné de personnes atteintes de Covid prolongée. Donc j'appelle ça des faux experts dans 4 départements français. Je vais les indiquer. C'est l'Isère, c'est la Haute-Vienne et c'est l'Ille-et-Vilaine, plus son expertise entre guillemets. Et toutes ces personnes n'avaient pas soigné de Covid prolongé. Et donc, finalement, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, dont je dépends, a finalement déposé plainte contre moi devant la chambre disciplinaire de première instance à la demande de mon très cher collègue qui m'aime tant. Et donc, je me suis présenté. Alors, entre-temps, j'avais été suspendu du CHU. Je n'avais plus d'argent. Je n'ai pas eu les moyens de me payer un avocat. Je suis arrivé sans avocat. J'ai essayé de plaider ma cause comme je le pouvais, avec un argumentaire que je pensais assez clair, assez convaincant. Et puis, j'ai été radié en première instance. Voilà. Ensuite, j'ai interjeté appel, toujours sans avocat, dans le délai que m'avait indiqué la greffière en chef de la chambre disciplinaire, parce que le délai qui était indiqué, il y avait bien un délai de 30 jours, mais on ne précisait pas dans le courrier
de, de jugement, de condamnation, ne précisait pas à partir de quand couraient les 30 jours. Donc j'ai appelé la greffière en chef de la chambre disciplinaire de première instance et elle m'a dit, elle a sorti mon dossier, elle m'a dit voilà, vous avez jusqu'à tel jour pour envoyer votre dossier. Comme je devais élaborer un mémoire, un argumentaire très détaillé avec beaucoup de références, j'ai utilisé tout mon temps disponible et j'ai envoyé les 5 exemplaires comme demandé avec avis de réception. Le dernier jour valide qui m'était autorisé. Et ensuite, le président de la chambre disciplinaire de deuxième instance m'a dit qu'il rejetait mon appel parce que mon dossier ne lui était pas arrivé en temps utile. Voilà. Donc, moi, j'appelle ça du massacre. Parce que je n'ai eu aucun signalement de patient. Il n'y a pas de patient qui a eu à se plaindre de moi, au contraire. Ils étaient satisfaits de mes soins. Et après que j'ai été radié, tous les jours, j'ai eu des demandes de patients. Ne me laissez pas tomber, ne me laissez pas tomber. Je sais bien, je sais que vous n'avez plus le droit de prescrire, mais quand même, mais quand même. Et encore maintenant, je reçois des demandes. Et donc, alors, pour moi, j'ai eu un acharnement de la part de mon très cher collègue du CHU de Strasbourg. Il s'est vraiment acharné contre moi. Voilà. Et donc, c'est épouvantable parce que suspendu du CHU. Alors, suspendu du CHU parce que je n'avais pas présenté un certificat de vaccination, mais j'ai présenté un certificat de bon rétablissement de la Covid, ce que prévoyait la loi du 5 août 2021. On pouvait présenter un certificat. Et la directrice adjointe des affaires médicales du CHU a considéré que mon certificat n'était pas valable. Parce que j'ai donné un taux d'anticorps, j'ai eu 2 fois la Covid, en mars 2020 et en avril 2021, après quoi j'étais très très bien immunisé, j'avais une excellente immunité post-infectieuse, c'est ce qu'on appelle l'immunité naturelle, j'étais très bien immunisé, j'ai fait doser mes anticorps, mais ce n'est pas un test, c'est un dosage quantitatif des anticorps spécifiques par méthode ELISA, j'ai prouvé que j'étais immunisé par la Covid, je me suis fait un certificat un autocertificat de bon rétablissement. Parce que j'estime qu'en tant qu'infectiologue, je suis capable de savoir si je suis bien rétabli. Un médecin ne peut pas se faire un certificat de coups et blessures ou d'aptitude au sport ou au pilotage d'avion, c'est évident. Mais il est tout à fait capable, surtout quand il est infectiologue, de se faire un certificat de bon rétablissement des maladies infectieuses. Eh bien, cette directrice adjointe des affaires médicales du CHU de Strasbourg, sa fonction, c'est directrice d'hôpital. Hein, elle n'a aucune formation dans le domaine de la santé. Elle a considéré que mon certificat n'était pas valable, que je n'avais pas le droit de m'auto-certifier, et elle m'a suspendu. Voilà. À partir du 15 septembre 2021, j'ai dû rembourser ensuite les 15 derniers jours de mon salaire et j'ai vécu pendant 8 mois sans aucune rémunération. Enfin, c'était vraiment, j'étais au fond de la fosse. Hein. Période très, très difficile. Et je ne vous parle pas de mes ennuis de santé par-dessus le marché. Donc, voilà, c'était vraiment un chemin de croix, une galère. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que vous avez été radié de l'ordre des médecins pour avoir fait votre travail. J'ai été radié pour avoir soigné des gens. Voilà. Un médecin, on est d'accord qu'un médecin, il est là pour soigner des gens. Donc il est là pour soigner des gens en son âme et conscience. Et on a estimé que mes prescriptions étaient non justifiées scientifiquement et étaient dangereuses. Donc, en fait, et je vais quand même expliquer la dangerosité parce que Olivier Véran ne savait pas du tout cela. Il y a très peu de gens qui le savaient. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine possède une toxicité cardiaque, mais théorique. Et comme l'a dit Didier Raoult, ça n'a jamais donné d'accident cardiaque. Et Christian Perron pourra le confirmer. Il n'y a jamais eu d'accident cardiaque avec l'hydroxychloroquine aux doses habituelles. L'azithromycine possède également une toxicité cardiaque, mais théorique, uniquement théorique. Et on déconseille sur le plan théorique l'association des deux, alors qu'en fait, il y a plusieurs publications qui montrent que, au contraire, l'association des deux diminue la toxicité. C'est-à-dire qu'on n'a pas une potentialisation des effets toxiques des deux molécules, mais une diminution. Et ça, très peu de gens le savent.
Donc, on a des gens qui se permettent de donner un avis, soi-disant un avis d'expert, et ils n'ont fait aucune recherche, ils n'ont aucune compétence précise sur le sujet. Donc voilà, je voudrais quand même préciser que l'on m'a accusé de prescrire de prescrire des ordonnances dangereuses, alors que ces gens qui m'ont accusé de cela n'avaient absolument pas les compétences et que c'est complètement faux. Voilà. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est pas, c'est des faits scientifiques, c'est-à-dire que c'est prouvé que Bien ces entendu. médicaments, c'est pas un médicament. Enfin, je suis pas médecin, je suis encore moins virologue, mais on est d'accord que l'hydroxychloroquine, ou cette molécule-là, ou tout ce qui s'en rapporte, c'est quand même un médicament qui est pas utilisé depuis avant-hier. Bah, C'est un l'hydroxychloroquine, médicament. c'est utilisé depuis des décennies, des décennies. Il y a des millions de personnes qui en ont pris, et surtout dans un but antiparasitaire, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi Afrique maghrébine. C'est un produit extrêmement consommé. On n'a jamais vu d'accident cardiaque, aux doses habituelles, bien sûr. Aux Oui, doses vous Donc, faites en bien de habituelles. fait, préciser, effectivement. Puisque dans l'étude qui avait été incriminée, les doses étaient largement au-dessus des. Oui, c'est vraiment, enfin, c'est une étude de mauvaise foi. On a donné des doses. Déjà, on ne l'a pas donné au début, alors que c'est l'hydroxychloroquine fait partie du traitement ambulatoire précoce, du TAP. Donc, on l'a donné tard et à des doses toxiques. Oui, des doses vraiment toxiques. ah, Attendez, je vais. Voilà, ça y est. donc, À des doses toxiques. Donc ces donc, études, en fait, excusez-moi, je vous interromps, je vous en c'est prie. la première fois que je vois des études menées dont le but n'est pas de prouver l'efficacité d'un traitement, mais d'essayer de prouver son inefficacité. C'est la première fois que je vois ça. Or, manifestement, toutes ces études, c'est-à-dire Discovery, Recovery, et toutes ces études avaient pour but de tout faire pour essayer de montrer que l'hydroxychloroquine était inefficace. Donc il y a vraiment eu un acharnement scientifique, mais en fait, on est quand même bien souvent dans la science falsifiée, hein, la science frauduleuse. On a tout fait pour disqualifier les traitements efficaces, car c'était la condition qui était nécessaire pour pouvoir imposer les vaccins, enfin les injections qu'on appelle des vaccins. D'accord. Vous faites bien de le rappeler, effectivement, puisque c'était une AMM conditionnelle, donc conditionnée au fait qu'il n'y ait Oui, pas de traitement. Et dès exactement. fin 2019, l'hydroxychloroquine était classée comme substance dangereuse, alors qu'on n'avait pas Oui, encore entendu parler du Covid. oui, oui, donc c'était tout ceci, c'est quand même du prémédité. Enfin, Ouais. non, non, la classification d'hydroxychloroquine. En 2019, la, Par la Salomon, alors il y a eu premièrement une modification de la notice du Vidal, hein. Le Vidal, c'est le livre de référence de la pharmacopée, c'est le thésaurus de tous les médicaments. Et on a introduit très subrepticement, alors je crois que c'était en 2018, une toxicité cardiaque théorique de l'hydroxychloroquine, qui n'existait pas avant, comme par hasard. Et c'est un pharmacien de Strasbourg qui a attiré mon attention, parce il est conservateur comme moi, et il a vérifié sur les anciennes éditions du Vidal, on n'a jamais parlé de toxicité cardiaque. Donc elle a été introduite subrepticement en 2018, je crois, et puis début 2019, Agnès Buzyn a décidé de classer l'hydroxychloroquine parmi les substances, alors ça s'appelle dans notre jargon les substances vénéneuses, c'est-à-dire en fait les substances potentiellement dangereuses pour lesquelles il faut nécessairement une prescription médicale. Donc tout ceci est quand même cousu de fil blanc, hein. Ça n'est pas, ça n'est pas innocent et ça n'a pas été fait pour protéger les gens. Docteur, je voudrais aussi rappeler, c'est aussi le but de notre live, de notre émission, que vous serez présent à côté de Toulouse, à Castres, Oui, pour
une conférence Les Démasqués Tout à de fait. 14h à 18h, donc samedi 16 septembre. Donc, si, comme moi, parce que du coup, hein, moi, je vous trouve vraiment passionnant, je pourrais rester des heures à vous écouter. Mais du coup, pendant cette conférence, donc le docteur rentrera un petit peu plus dans les détails, forcément. Là, ce Oui, live est... j'aurai 1 heure et demie. 1 heure et demie, donc je traiterai des origines du virus. Je, je n'ai aucun conflit d'intérêt, que les choses soient claires. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais jamais perçu d'honoraires médicaux depuis que je travaille. Je n'ai jamais perçu d'honoraires médicaux, donc mon activité était uniquement publique, hospitalière, universitaire. Et puis par ailleurs, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors je connais la corruption médicale, ça je pourrais en parler pendant des heures, et je sais comment elle fonctionne. Et je n'ai aucun conflit ni même aucun lien d'intérêt. Donc, je ferai une conférence d'1 heure et demie au cours de laquelle je parlerai des origines du virus. Je parlerai de tout ce qui a été fait pour qu'on ne puisse pas soigner les gens. Voilà. Qu'on empêche les gens d'accéder aux soins. C'est plus que le fait de ne pas les soigner. C'est de tout faire pour empêcher les bonnes volontés de les soigner. C'est encore plus grave. Hein. C'est plus qu'un un manque d'accès aux soins. C'est qu'on a fait barrière à toutes les personnes qui voulaient soigner efficacement et même aux patients qui voulaient aller en pharmacie. Voilà. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Parce que en mars 2020, quand j'ai fait ma première Covid, bon, je me suis arrêté quelques jours, j'étais à la maison. Je suis allé voir ma pharmacienne pour avoir de l'hydroxychloroquine et des vermeils. Elle m'a dit: ah non, 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 non. Elle m'a dit: non, non, docteur Gaillet, je vous connais bien. Bien sûr, je vous connais bien. Mais nous avons reçu une, euh, une circulaire, je pense que c'est une circulaire, du président du Conseil de l'ordre des pharmaciens, hein, Conseil de l'ordre des pharmaciens, qui nous recommande, qui nous demande de ne pas délivrer de l'hydroxychloroquine aux gens qui n'en prenaient pas avant la Covid. Or, l'hydroxychloroquine, officiellement, c'est un traitement qui est actuellement prescrit pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé et d'autres maladies rhumatismales chroniques qu'on appelle parfois auto-immunes, mais ce n'est pas un très bon terme. Donc elle a refusé de m'en vendre. Et tenez-vous bien, comme j'en ai parlé sur Facebook, c'est le père d'un de mes patients qui est arrivé, qui m'en a apporté. Voilà. Et puis une patiente m'en a mis dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc j'ai été euh, soigné par mes patients. Ça, c'est quand même extra. Ah, c'est quand c'est même, magnifique. c'est quand même, Ouais, c'est fabuleux. on pourrait en rire, hein. On pourrait en rire si c'est vrai que c'est quand même absolument hallucinant. Je voulais maintenant le présent, docteur. Quel est votre quotidien maintenant? Parce que quand on passe une activité assez intense, on sait à quel point dans les hôpitaux publics, avec tout ce manque de personnel, on pourrait en parler. Donc passer d'une activité intense à plus Ouais. rien du jour au lendemain, on vous empêche Oui, de actuellement, je faire suis en votre cessation métier. d'activité. Bon, j'ai toujours une activité d'enseignement, de conférence, mais sur le plan hospitalier, je n'ai plus le droit de soigner. Donc, je, ben, j'essaye d'aider les gens, je donne des conseils. Alors, c'est délicat parce on peut également me poursuivre, mais je ne prescris plus, mais beaucoup de gens me contactent pour avoir des conseils. Et puis, au moins, je les écoute. C'est-à-dire que comme j'ai toujours fait, je fais des téléconsultations, mais très longues, des téléconsultations d'une heure et demie. Parce que je compense l'inconvénient de ne pas avoir la personne devant moi, je compense par un interrogatoire extrêmement poussé, extrêmement long, donc pendant au moins 1 heure. Et puis je me documente, j'essaye d'apporter des informations sur les réseaux sociaux et je m'occupe le mieux possible. J'ai une petite vie associative aussi, mais moi ce que j'aimerais c'est pouvoir recommencer à soigner, c'est ça.
C'est mon cœur de métier. Et vous pensez que c'est définitif ou Bah, vous avez... actuellement, je suis dans une impasse, mais je suis en lien avec plusieurs collectifs. Bon, déjà, j'ai une avocate, et puis je travaille avec un collectif de juristes qui sont en train de préparer une action. Je ne peux pas tout dévoiler, mais il y a beaucoup de choses qui se font, et donc je suis très sollicité pour mon expertise, pour relire des documents, pour donner des avis. Et on a des colloques. Alors, il y a beaucoup de colloques qui sont effectués un peu en catimini, comme le colloque que nous avions eu au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, dans le Pays des Justes, à l'initiative d'André Orluc. Donc on était réunis à une vingtaine de personnes pour réfléchir à ce que l'on pouvait faire sur la Covid. C'était des médecins, des ingénieurs, des biochimistes, des pharmaciens, des épidémiologistes, etc. Donc En tout cas, docteur, voilà. comme je vous l'avais dit déjà par téléphone hier, euh, on relaiera, hein, tout ce que vous voulez, dès que vous voulez communiquer, ou dès que vous faites des conférences, si vous voulez qu'on communique, qu'on fasse des lives, je vous l'ai dit, hein, et je vous le redis en direct, c'est quand vous voulez, on se mettra à votre service, moi et mes équipes et moi plutôt. Donc voilà, vous savez que vous pourrez compter sur nous dans tous vos combats. Je le redis publiquement, hein, nous on Oui. vous soutient et il manque tellement, je veux dire, on est en pénurie de médecins. Ben, on en a un qui a fait son travail et on l'empêche d'exercer. C'est pas normal. Donc nous, docteurs, on sera toujours avec vous. Oui, oui, c'est très gentil. Moi, je me qualifie de médecin intégrateur, c'est-à-dire je travaille beaucoup, je me documente beaucoup, et donc j'intègre les connaissances, je les synthétise. Bon, bien sûr, j'ai mon corpus cognitif qui est lié à tout ce que j'ai appris au cours de mon exercice, mais je travaille tous les jours, j'étudie. Et donc, j'intègre toutes ces connaissances, je les engrange, je les synthétise, et puis après, je peux les transmettre à des gens qui sont dans la santé ou des gens qui sont dans le grand public. Et C'est un peu ma vocation, c'est de transmettre des connaissances actuellement, au c'est maximum. d'autant plus important en ce moment que des médecins qui ont des Covid longs en phase 2 et qui ne savent pas comment les gérer, il y en a quand même beaucoup. Donc, Mais ils sont abandonnés. Il y en a des milliers, ils sont très nombreux. Ils sont abandonnés. Je peux vous assurer que c'est déchirant, c'est poignant de les voir. Et surtout des sujets jeunes. Il y a beaucoup de femmes. C'est vraiment. Dans toutes les téléconsultations que j'ai faites, avec des femmes ou des hommes, hein, même des hommes, euh, les gens se sont mis à pleurer dans la consultation. Ils se sont mis à pleurer, hein. Ouais, il y j'ai a une vu énorme détresse. un agriculteur un agriculteur, une armoire à glace, hein, il mesure 1,96 m et il me disait qu'il souffrait tellement et sa seule position antalgique pour la nuit, c'était d'être assis, d'être à genoux sur son lit. C'est épouvantable ce que les gens peuvent souffrir. Et sans parler de la diminution intellectuelle, c'est-à-dire des troubles mentaux, les troubles de la réflexion, les troubles de la mémoire, les troubles cognitifs, et puis les troubles psychiques, les troubles du comportement, des relations avec les autres. C'est terrible. Alors, à la fois pour la Covid, hein, donc c'est le pouvoir pathogène du virus, mais on a la même chose aussi avec les injections, et qui, D'ailleurs, oui, au sujet et de la Covid et des injections, peut-être que rapidement on peut dire le sujet qu'on avait abordé avec le professeur Trito le 4 septembre avec la coalition européenne pour dénoncer ce qui s'est fait ces 3 dernières années, se regrouper et mutualiser les efforts à oui, travers différents pays, ce qui est une bonne nouvelle, et soutenir les plaintes qui sont actuellement en cours d'instruction devant la Cour pénale internationale, puisqu'on a suffisamment d'éléments de preuve maintenant pour dire qu'il y a eu crime contre l'humanité, en tout cas apporter les documents qui vont dans le sens de ces faits. oui, oui, c'est criminel parce que
Je suis très prudent dans tout ce que j'affirme, hein, vraiment. Et je peux affirmer maintenant, et grâce aux travaux d'épidémiologistes, de biostatisticiens, mais aussi de médecins cliniciens, de virologistes, d'immunologistes, que ces produits injectables, en fait, n'immunisent pas, c'est-à-dire qu'ils ne remplissent pas leur fonction pour laquelle ils ont été vendus. Donc ils ne sont pas efficaces, ils n'immunisent pas, ils ne protègent pas. Et par ailleurs, ils sont souvent toxiques. Donc c'est particulièrement grave. On a un rapport bénéfice sur risque qui est très très inférieur à 1, puisqu'on a un bénéfice qui est proche, qui est pour ainsi dire égal à 0, et au contraire un dénominateur risque, c'est-à-dire effet secondaire plus ou moins grave, qui est très très important. Donc oui, donc là on est carrément dans des procédures pénales, hein, parce que Mm. ils ne pouvaient pas, les gens qui ont organisé tout cela ne pouvaient pas ne pas savoir. Ils savaient forcément ce qu'ils faisaient. Oui, c'est ça le pire, c'est que c'était anticipé en plus, hein. C'était Oui, en pleine ça a été conscience, hein. anticipé. On l'a vu avec l'hydroxychloroquine. Mais Et le fait qu'ils aient pas parlé de l'intérêt aussi de l'azithromycine avec la coopération bactérie-virus, parce que l'azithromycine aussi joue un bon rôle oui, 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 ça pour. C'est Claude Escarguel avec son fils. Oui, oui, c'est son cheval de bataille, c'est la coopération virus SARS-CoV-2 avec des nanobactéries, c'est-à-dire des mycoplasmes et des chlamydophila, qui sont des toutes petites bactéries, un peu plus grosses que les un peu plus, un peu plus grosses que les plus gros des virus, hein, qui sont des bactéries intracellulaires. Effectivement, il y a une coopération entre les virus et les bactéries. Donc, de toute Mais le façon, dogme comment le dogme Claude qui est en Escarguel. cours. Pardon? C'est Claude Escarguel qui travaille beaucoup là-dessus. Mais en Ouais. fait, en fait, les antibiotiques de la famille des macrolides, comme l'azithromycine, la clarithromycine, l'oxythromycine, etc., ont effectivement une action antibactérienne. C'est pour ça qu'ils sont connus, et notamment contre les bactéries intracellulaires, mais pas uniquement. Mais aussi, on sait qu'ils ont une activité antivirale intrinsèque, plus une activité immunomodulatrice. Et donc, ils sont particulièrement intéressants et indiqués dans la Covid aiguë. Mais c'est un gros travail quand même de faire entrer dans l'esprit des médecins qui se sont rabâchés pour certains, si c'est viral, pas d'antibiotiques, que en fait, dans certains cas, c'est nécessaire de mettre une antibiothérapie. Mais oui, mais tout ceci est complètement faux. On a Mm. schématisé virus, pas d'antibiotiques, bactéries, antibiotiques permis, mais c'est beaucoup trop schématique. En vérité, Mm. les choses ne se passent pas du tout comme cela. Il y a des gens qui ont un mauvais système immunitaire et notamment un déficit partiel ou complet en immunoglobuline sécrétoire, immunoglobine A, et qui développent très souvent des surinfections bactériennes lorsqu'ils font une infection virale. Et ces gens-là, même s'ils ont une infection virale des voies respiratoires, eh bien, il leur faut des antibiotiques. Et puis, Mm. il y a certaines infections virales qui donnent lieu presque toujours à des surinfections bactériennes. Et notamment, c'est presque toujours le cas de la grippe. La grippe donne très souvent lieu à des surinfections bactériennes. Donc, ce dogme, infection virale, pas d'antibiotiques, c'est complètement dépassé maintenant. C'est complètement dépassé. Mais Olivier Véran a tout fait pour qu'on prescrive le moins possible d'azithromycine et clarithromycine, parce qu'il a produit un texte réglementaire, à moins que ce soit une circulaire, je ne sais plus, en disant qu'il était recommandé de pratiquer un test de diagnostic rapide en cas d'infection des voies aériennes pour savoir si c'était bactérien ou viral. Voilà. Oui, oui, tout a été fait, je dis bien tout a été fait pour empêcher que l'on prescrive ces produits efficaces. Parce que l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine est pratiquement spectaculaire dans la Covid. Et elle est efficace également dans la Covid longue, en plus. Oui. Et, et Oui. donc, vous, à part enfin, ce que vous me disiez, alors peut-être que vous en parlerez un peu plus longuement ce week-end, mais on avance sur des traitements pour vraiment traiter Ah oui, 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 ces oui. Bon, Covid longs. je vais pas les dévoiler maintenant, mais Oui, bien sûr.
y a vraiment des traitements aujourd'hui grâce à plusieurs chercheurs, notamment des chercheurs en biochimie, et je pense en particulier à Jean-Marc Sabatier, il y en a beaucoup d'autres, et puis il y a également des médecins cliniciens qui font partie de Réinfo Covid. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ont des informations utiles pour nous permettre de traiter avec une certaine efficacité les personnes atteintes de Covid long. Mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et donc c'est criminel que d'avoir empêché les gens d'être traités à la phase aiguë, c'est-à-dire d'avoir empêché les gens atteints de Covid aigu de bénéficier du TAP, du traitement ambulatoire précoce. Parce que les gens qui passent en Covid long, ce sont des gens qui n'ont pas eu de TAP, de traitement ambulatoire précoce. S'ils en avaient eu, ils ne seraient pas passés en Covid long. Je veux insister là-dessus parce que c'est quelque chose vraiment qui donnera l'objet d'une instruction pénale. C'est très très Oui. grave ce qui s'est passé. Très grave. C'est inimaginable. Et donc, bon, comme tu disais, Loris, donc il y a des actions qui vont être menées. Alors, ça sera des actions dans plusieurs pays, pas qu'en France. Alors, en fait, Euh, c'est une action collective Européenne. Oui. européenne. C'est la coalition européenne. Voilà, c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle parce que là, on est plusieurs dans différents pays à s'unir pour soutenir ces plaintes devant la Cour pénale internationale et pour agir ensemble en mettant plein de compétences différentes au service de cette cause. Parce que vraiment, on est tous conscients qu'il y a eu crime contre l'humanité et qu'il faut arrêter ça. Il y a effectivement le cas de ces personnes en Covid aigu qui n'ont pas été soignées par le traitement ambulatoire précoce. Et de fait, pas soignées, ils ont pu contaminer aussi plus facilement En d'autres personnes plus, et ainsi de suite. oui, Donc, en plus, oui, c'est tout à fait. vraiment Donc, orchestré. donc ce collectif, il est très éclectique, hein. Il y a le professeur Giuseppe Trito, et c'est un professeur, enseignant-chercheur italien, et c'est un des moteurs un des moteurs du collectif avec Astrid, Seckenberger. voilà. Et puis il y a également un ingénieur spécialiste en criminalité, en cybercriminalité. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des médecins généralistes, il y a des journalistes, bien sûr, comme Eric Montana, un chirurgien, comme Eric Loridan, une biochimiste, un chercheur en biochimie, enseignante-chercheuse, comme Anne-Marie Yim. Il y a beaucoup de gens, c'est un collectif qui est riche, qui est riche. Et puis il y a quelqu'un qui travaille également dans la lutte contre la corruption. Oui. Donc c'est vraiment... et puis le ROIS, c'est un collectif vraiment riche. Ouais. Et on se réunira bientôt à Paris. Voilà. Le 30 septembre. du coup, j'aurais voulu faire monter une amie qui est aide-soignante, qui était suspendue un petit peu pour qu'elle nous parle Ah oui, oui, de sa reprise, mais malheureusement, Aurélie, si tu m'entends, j'arrive pas à la mettre, à la faire monter. C'est dommage parce que c'est quelqu'un c'est une amie forcément, oui. qui a beaucoup souffert de sa suspension et qui a repris donc il y a quelques mois déjà. Donc je voulais qu'elle termine ce live. Malheureusement, elle n'arrive pas à monter, donc ça sera l'occasion de refaire un live. Non, Aurélie, je suis désolé, ça m'apparaît non connecté. Je peux vraiment pas te faire monter. Alors Ce que beaucoup de gens ignorent. parlons un peu de la suspension, parce que cette loi Ouais. du 5 août 2021, elle est inique, elle est cruelle, elle est vraiment, on peut même dire criminelle, parce qu'elle elle impose des injections qui ne sont même pas efficaces et qui sont toxiques. Mais c'est du jamais vu. C'est c'est vraiment abominable, cette loi. On- et alors, beaucoup de soignants donc, qui ont refusé, à juste titre,
de se faire injecter se sont trouvés sans travail, sans rémunération, du jour au lendemain. Et ils n'avaient pas droit au chômage, ils n'avaient pas droit aux prestations sociales, ils n'avaient droit à rien du tout. Il y a eu beaucoup de suicides, il y a eu des couples brisés. Cette loi du 5 août 2021, mais c'est quelque chose d'abominable, d'abominable. Je crois Ils font partie de la plainte d'ailleurs. on ne le On a dira inclus. jamais assez. C'est une loi criminelle, criminelle, et sans Parce qu'en aucun plus, fondement. en plus, les soignants ne pouvaient pas aller chercher un autre travail puisqu'ils étaient Rien, suspendus. rien, c'est rien. Voilà, ça a été fait avec le maximum de cynisme possible. Ouais, je suis d'accord. Enfin, nous, sur nos groupes, on a traité des cas de Ah mères mais de c'est, famille qui se sont suicidées, hein. mais Une bien, maman là de oui, 2 enfants qui a craqué complètement et qui mais vous c'est vous rendez compte, abject, c'est ça, abject oui, ce qui a été fait, c'est abject. pas humain, c'est pas humain. De traiter les gens comme ça, c'est pas humain. Euh, Sachant qu'en plus, si on est pragmatique, hein, ou si, enfin, je sais pas, hein, mais moi demain dans une entreprise, s'il manque déjà du personnel, et ça marche déjà pas. Alors je parle de l'hôpital public, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, qui manque de personnel. Je vais pas vous l'apprendre à vous, hein. Mais si déjà on enlève du personnel à des services exsangues, je vois pas comment ça peut fonctionner. Au-delà du drame humain que c'est de mettre des gens comme ça, de les mettre dans la misère, parce que on les a mis dans la misère, ces gens-là. Vous vous rendez compte, du jour au lendemain, sans salaire, Oui. comment on vit? C'est pas possible. Alors, vous êtes très bien placé pour en parler, docteur, parce que c'est ce que vous vivez vous aussi, quelque part. Et c'est vrai que comment ne pas se révolter, mais moi, franchement, je vous le dis, hein, ces histoires m'ont rendu dingue. Je pouvais pas. Mais il y a de quoi, il y a de quoi. Et puis quand je vois que je suis désolé de le dire, certains collègues applaudissaient des deux mains, en disant mais oui, mais c'est tout à fait normal. C'est, c'est, je, j'ai même pas les mots me viennent pas en fait, tellement c'est abject, abject. C'est d'autant plus cruel que ces injections ne protègent pas. Ben, Et Donc, était en phase 3. comment? Oui, et en En phase plus, 3. encore expérimental. Ouais, ouais. Donc Sans vraiment, consentement libre éclairé, enfin, hallucinant, quoi. c'est la totale, quoi. On ne Mm. peut pas imaginer une action aussi cauchemardesque, Mm. je suis aussi d'accord. abominable. C'est le maximum de ce que l'on puisse concevoir. Ben, Des disons qu'ils injections ont, toxiques en phase expérimentale qui ne protègent pas, et en plus on empêche les gens de vivre parce qu'ils le refusent. Et on leur coupe tout, 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 tout. C'est, moi je ne pensais pas que ça pouvait exister quelque Oui, moi non chose plus. d'aussi ignoble. alors du coup, il y a Aurélie qui m'envoie un message, du Ah, coup, et qui me dit, alors du coup, je vais juste lire ce qu'elle dit. Elle me dit qu'il y a beaucoup de ses collègues qui ont énormément d'effets secondaires suite, mais bien sûr, à l'injection. bien sûr. C'est donc, Ils peuvent s'associer à notre plainte, hein. Ils peuvent s'associer à nos plaintes, hein. ben En nous je te écrivant. mettrai en contact avec Aurélie. Elle est bien Aurélie. Elle est pas que, elle est pas, elle est de toutes les luttes, hein. Elle est pas que dans le médical. Elle est vraiment Aurélie. Elle nous entend d'ailleurs. Elle peut pas monter, mais elle est là. Elle vous D'accord. entend parler, mais elle peut pas intervenir malheureusement. Euh, du coup, on va finir là-dessus, docteur. Comment, on en parlait aussi hier. Comment voyez-vous un petit peu l'avenir des hôpitaux publics, de l'hôpital public et est-ce que vous le voyez florissant ou vous pensez qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini de tomber? L'hôpital public connaît un grand malaise depuis plusieurs années. Je pense que ça a commencé avec la tarification à l'activité, la T2A. Alors, j'aime bien Jean Kervas-Doué,
Mais là, je pense qu'il s'est trompé. Jean Cavazoué, il était directeur des hôpitaux. Et au départ, c'est un ingénieur agronome. C'est quelqu'un de brillant. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé. Mais là, il a fait une erreur d'appréciation. Et il dit, je suis le père de la T2A, mais cette T2A a été catastrophique. Pour moi, l'hôpital public, enfin c'est mon avis, hein, ça c'est très discutable, mais pour moi, l'hôpital public n'a pas à être rentable. Bon, le secteur privé, ça c'est le privé, c'est privé, mais pour moi, le secteur public n'a pas à être rentable. C'est-à-dire qu'il doit être en partie subventionné. Et alors que la France était été glorifié depuis plusieurs décennies par l'Organisation mondiale de la santé comme le pays qui avait le meilleur système de santé, comme le pays où se faire soigner, c'était vraiment quelque chose de merveilleux par rapport à tous les autres pays, à telle enseigne que beaucoup de gens affluaient de partout pour se faire soigner en France. Mais aujourd'hui, c'est quand même de moins en moins le cas. L'hôpital public, en tout cas, va mal. Il y a un grand malaise, il n'est plus attractif, il y a un grand sous-effectif et on est dans un cercle vicieux actuellement dont on ne sort pas. C'est-à-dire que comme il n'y a pas assez d'effectifs, eh bien, les gens sont en surmenage et plus ils sont en surmenage, plus ils se fatiguent, plus il y a de burn-out et plus ils se mettent, enfin, plus ils sont obligés d'arrêter leur travail pour raison de maladie, c'est-à-dire de façon temporaire, et moins il y a d'effectifs, etc. On est dans un cercle vicieux dont on ne sort pas actuellement. Il y a des suicides chez les internes, il y a des suicides chez les chefs de service, il y a beaucoup de suicides. Et c'est quelque chose d'épouvantable. Et sans parler du défaut de qualité de sécurité des soins. Parce que, étant donné que les effectifs ne sont pas suffisants, on est en état de tension permanente, en état souvent de surmenage dans beaucoup de services, et tant et si bien qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs médicamenteuses, enfin, elles sont nombreuses. Et j'ai travaillé sur la question, j'en sais quelque chose. Et ça, bien sûr, on n'en dit rien. Et je vais certainement choquer des gens en disant ça, mais je suis sûr de moi. Il y a des gens qui meurent par erreur médicamenteuse, mais bien entendu, elles sont, elles sont dissimulées parce que c'est très difficile à gérer. Mais c'est le cas, c'est certain. Oui, Donc les vous me médecins légistes demandez, te confirment. Hein. oui, oui, oui. C'est toujours un peu difficile d'affirmer ça, mais c'est la réalité. Donc l'avenir de l'hôpital public, mais si on continue avec les bases avec lesquelles on travaille actuellement, c'est-à-dire la tarification à l'activité et la recherche permanente de la rentabilité, ça ira de mal en pis. C'est-à-dire qu'on va continuer, l'hôpital va continuer à se dégrader. Il faut Est-ce changer. pas l'objectif? Est-ce pas Ah l'objectif ben ça, c'est possible. Moi, en tant que médecin, j'évite au maximum de prêter des intentions. Mais ce que je constate, c'est que en fait euh, depuis longtemps? on ne fait rien pour corriger le système qui est complètement pernicieux. Voilà. Du coup, Aurélie me dit, parce que du coup, elle m'écrit, que bah, quand elle a repris le travail après sa suspension, que c'était bien pire, elle dit qu'il n'y a pas assez Oui, d'effectifs oui, et qui ferme des secteurs dans les services oui, par oui, manque de personnel. oui, oui. Donc là, c'est pas, là, c'est du vécu, hein, puisque Aurélie, Bien sûr. elle y est. Je dirais pas l'hôpital à Toulouse où elle travaille, mais voilà. Donc et je pense que c'est pareil chez vous à Strasbourg, c'est certainement pareil à Brest, à Marseille. Si les gens déjà qui sont sous-effectifs, ben, je comprends qu'il y en ait qui craquent. Hein. Comme vous le dites, c'est vrai que ça se dit pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup qu'il y a des internes, des médecins, des chefs de service qui Qui se suicident. suicide. Oui, oui, Mais oui. c'est une réalité. C'est une Oui, réalité. oui, oui. Il y a des infirmières aussi, oui, oui. C'est vraiment très, très difficile. L'hôpital est prêt à imploser. Voilà. Mais comme C'est-à-dire, vous disiez, et là, moi, je suis d'accord avec vous, forcément. Alors moi, j'irais même plus loin que l'hôpital. Pour moi, un service public,
quel qu'il soit, n'est pas là pour être rentable. C'est ce que je pense. Je pourrais dire, Ouais. alors la Poste n'en est plus vraiment un. Moi, j'y ai travaillé à la Poste, donc. Mais voilà, pour moi, un service public. Alors, je dis pas que ça doit être une gabegie financière. C'est pas ce que je dis. Mais par contre, voilà, c'est un service public, comme Oui. l'école, comme les hôpitaux, comme les autoroutes. Je suis désolé. Voilà, c'est des services publics. Donc, pour moi, la rentabilité n'a rien à faire là-dedans. Donc, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites. Je pense qu'on paye beaucoup d'impôts. La France est l'un des pays qui a le taux d'imposition le plus élevé. Mais je crois qu'il faudrait revoir un petit peu la répartition d'utilisation de nos impôts. C'est un autre sujet, mais intéressant, mais effectivement. Du coup, on devait faire une demi-heure d'émission, ça fait 50 minutes. Alors moi, je pourrais continuer des heures, hein, mais on va devoir terminer ce live, pardon. Je voulais remercier Loris d'être intervenu et de m'avoir donné un coup de main C'était parce vraiment qu'elle est un plaisir. Merci à vous deux. bien Merci. plus calée que moi. Et donc, je rappelle que vous serez à Castres le 16 septembre. Samedi 16 septembre à 14 heures à Castres. Et du coup, on mettra tous les liens dans les commentaires avec le lien pour la billetterie. Et voilà, en Et tout cas, c'était un honneur pour nous de vous recevoir, cher professeur. c'était un vrai plaisir. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager mes connaissances et surtout quand nous sommes dans une époque extrêmement pénible, critique, depuis début 2020, où il y a une désinformation organisée en haut lieu. Donc c'est un devoir pour des gens comme moi, il y en a d'autres bien sûr, que de réinformer, de réinformer. C'est un Même, devoir de ben, merci rectifier Merci à les beaucoup. vous. choses. Voilà. Puis en plus, vous le faites très bien. C'est-à-dire que vous arrivez à vulgariser les choses et à faire comprendre les choses. Parce que des fois, sur des sujets comme ça, qui sont un peu techniques, c'est facile de perdre les gens, hein, moi le premier. Mais non, vraiment, je comprends pourquoi vous faites des conférences. Vraiment, Ben, c'est-à-dire, je le comprends. je suis passionné tout simplement. Mm. Et quand on est passionné dans un domaine, déjà, on s'efforce de rester compétent parce qu'on travaille, on se met à jour. Et quand on est passionné, on a toujours beaucoup de plaisir. Et plaisir à partager. Et quand on a du plaisir à partager, eh bien, on devient automatiquement pédagogue, je pense. Mais en C'est tout cas, vraiment, vraiment, merci infiniment. Donc, ben, merci de nous avoir suivis sur cette première émission. Donc je vous donne Sur notre- rendez-vous ce samedi 16 à Castres, voilà, pour une conférence où seront plusieurs, hein. Voilà. Alors moi, j'y serai Merci. aussi, mais je ne ferai pas de conférence. Ah, Mais bon, je peux essayer, mais je pense que ce serait moins précis. Un petit peu moins précis, je pense. non, tout le monde a des choses à dire. Tout le monde a Oui, des choses à oui, dire. oui, oui, bien sûr. Vous pourriez parler, par exemple, du vécu du port du masque dans la population. Vous voyez, c'est parce que ce masque, hein, je vais en parler samedi, bien sûr, entre autres, hein. Ben, C'est je pense qu'on va rallonger un petit peu, hein. Je pense que ça durera. Alors moi, j'espère que ça durera un peu plus d'une heure et demie, hein, évidemment. Votre intervention, alors je connais les autres intervenants, Oui, nous mais du serons coup, 4 intervenants. Voilà. si ça déborde un peu, c'est pas grave. En tout cas, j'amène toujours un chronomètre. Donc, Eh bien, merci beaucoup et puis ben, passez. merci de m'avoir invité. Merci. Du coup, ne coupez pas. Je vais couper le direct, mais ne coupez pas directement. D'accord. Je vais juste couper le direct. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au Bonsoir revoir. à toutes et à tous. Merci.